Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Thomas Buffin-Bélanger. Il détient un doctorat en géographie de l'Université de Montréal. Il a mené ses recherches postdoctorales à l'Université of Loughborough au Royaume-Uni et à l'Université of Western Ontario. Ses intérêts de recherche comprennent les composantes et les interactions de la dynamique fluviale à plusieurs échelles. Depuis 2003, il est professeur en géomorphologie fluviale à l'Université de Québec à Rimouski. Il supervise le laboratoire de recherche en géomorphologie et dynamique fluviale, où une trentaine d'étudiants ont été formés à la maîtrise et au doctorat. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Thomas. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Darla. Bonjour à tous et à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous dans ce webinaire pour vous parler de projets de recherche sur lesquels notre laboratoire et l'équipe de recherche ont travaillé ces dernières années. Et dans ce sens-là, je remercie la Fondation pour la conservation du saumon atlantique ainsi que le Canadian River Institute de m'avoir invité à cette présentation. Avant de commencer, j'aimerais remercier des collègues professionnels de recherche et étudiants qui ont travaillé sur l'ensemble des projets ou des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui dans le cadre de ma présentation. Je pense notamment et surtout à Silvio Demers et Taylor Olson qui ont travaillé sur la composante hydrosédimentaire que je vais vous présenter, à mes collègues Pascal Biron de l'Université Concordia et Marie Larocque de l'Université du Québec à Montréal qui ont collaboré avec moi avec le développement du concept d'espace de liberté dont je vais parler aussi. Finalement, Maxime Boivin et Simon Massé qui ont travaillé sur la dynamique du bois mort et aussi Simon Massé sur le développement de la méthode du concept d'espace de liberté. Et finalement, Philippe Bourdon qui a travaillé à des prises de mesure là, dans la rivière de l'Anse-Pleureuse dont je vais vous parler. Je remercie aussi les sources de financement ou les organismes de financement dont le CRSNG et plusieurs organes et ministères du gouvernement du Québec, dont le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, qui ont aidé à faire les études. Donc, sans plus tarder, peut-être pour situer un peu l'Est du Québec, dans le cadre de la présentation, je vais vous parler de cours d'eau et de diagnostic hydrogéomorphologique fait sur des cours d'eau pour comprendre leur fonctionnement dans le but de faire une gestion adéquate des mécanismes et une utilisation adéquate aussi du territoire en lien avec les aléas, les processus qu'on retrouve dans ces cours d'eau-là. Donc, l'Est du Québec dont je vais parler, c'est surtout l'Est du Québec qui est compris dans la péninsule gaspésienne et en partie aussi dans le Bas-Saint-Laurent ici. Donc, à l'est du Québec. L'est du Québec ne comprendra pas les cours d'eau de la côte nord dans ce cas-ci. Pour faire une introduction rapide, les cours d'eau de l'Est du Québec sont caractérisés comme plusieurs cours d'eau du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Nord-Est du Canada qui s'écoulent dans les Appalaches, sont caractérisés par notamment des vallées qui sont relativement étroites, comme on le voit ici sur la rivière Saint-Pierre, donc relativement étroites et incisées dans des massifs montagneux à proximité donc des plaines alluviales. Cette configuration fait en sorte qu'on a des bassins versants dont les pentes et les dénivelés sont assez forts et que ça produit des réponses hydrologiques qui peuvent être assez élevées. Une autre des caractéristiques pour les bassins versants, c'est leur superficie. Les superficies des bassins versants sont relativement petites. On parle de 500 à 1500 km², donc des superficies relativement petites et qui sont aussi associées à des réponses hydrologiques assez élevées. On retrouve évidemment une période hivernale dans l'Est du Québec avec des processus particuliers, comme par exemple la mise en place de couverts de glace et de débâcles, qui est une des particularités des rivières de la région. Et finalement, une autre des caractéristiques, c'est la présence de corps sédimentaires, comme c'est le cas ici à la rivière Sainte-Anne, qui est un ancien delta, qui ont été mis en place lors de la déglaciation, la période quaternaire,
donc des corps sédimentaires significatifs dans lesquels éventuellement les cours d'eau peuvent puiser des sédiments qui contribuent à la dynamique, à leur propre dynamique. Donc, des caractéristiques en termes de largeur, de superficie de bassin versant, de conditions glaciaires et de corps sédimentaires qui jouent sur la dynamique de ces cours d'eau-là. Récemment, on a eu des situations assez dramatiques, notamment à Rivière-au-Nord en 2007 et à Marsoui aussi en 2015, qui ont révélé le fort dynamisme morphologique de ces cours d'eau. La rivière au Renard, un cours d'eau qui était relativement sinueux, qui s'est transformé après les événements en un cours d'eau ici, qui est plus d'apparence divagante suite à un apport sédimentaire important. La rivière Marsoui, ici, qui est associée en 2015 avec la tempête Arthur, avec une migration latérale significative dans certains tronçons du cours d'eau, qui ont notamment détruit la route, comme on le voit ici, et également dans le village de Marsoui, qui a provoqué des dégâts. Ces événements sont spectaculaires, mais soulignent surtout le morphodynamisme actif de ces cours d'eau-là lors de ces événements-là. On retrouve aussi une autre particularité dans les rivières de l'Est du Québec, notamment la présence de bois. Vous avez ici un exemple assez spectaculaire d'un embâcle de bois dans la rivière Saint-Jean, située près de Gaspé. Un embâcle de bois qui fait plusieurs centaines de mètres de long, qui s'est accumulé sur une période d'une quinzaine d'années dans le tronçon qu'on voit sur la photo. Et cette photo révèle donc la présence de bois qu'on retrouve dans toutes les rivières pratiquement de l'Est du Québec, mais qui ici se représente de manière spectaculaire par une accumulation massive. La question, et c'est ce qui va guider éventuellement la présentation que j'aimerais vous faire aujourd'hui, c'est cette question de comment aborder des dynamiques fluviales complexes comme celles que je vous ai présentées, les réponses morphologiques, notamment la présence de bois, la présence de glace dans les cours d'eau. Et j'ai divisé ma présentation en trois parties. Une première partie où je vais examiner les trajectoires hydrologiques des cours d'eau, parce que c'est une donnée de base pour bien comprendre éventuellement les systèmes avec lesquels on travaille, mais surtout pour souligner le lien délicat qui existe entre les variables hydrologiques et la morphodynamique des cours d'eau. Et ça m'amènera à ce moment-là au deuxième point B, où on examinera plus spécifiquement les trajectoires et dynamiques morphologiques pour mieux évaluer la sensibilité des cours d'eau dans un contexte de changements environnementaux. Puis finalement, je terminerai avec une perspective en lien avec l'aménagement des cours d'eau qui souligne comment on peut intégrer ces dynamiques dans une approche de gestion des cours d'eau. OK, on commence donc avec la première partie qui concerne les trajectoires hydrologiques. On aurait pu passer pas mal de temps sur les trajectoires hydrologiques, mais moi, je vais me concentrer sur la composante historique de la trajectoire hydrologique qui concerne l'évolution des caractéristiques hydrologiques d'un bassin versant. Puis on verra rapidement des notions en lien avec les prédictions futures provenant du CEHQ notamment. Donc, l'historique. Mais qu'est-ce que j'entends par les caractéristiques hydrologiques? Bon, assez rapidement, on peut regarder un hydrogramme de crue comme celui-ci sur la rivière d'Armouth en 2007. C'est un hydrogramme annuel, celui-ci, donc qui nous montre une série du début de l'année 2007 jusqu'à la fin de l'année 2007, où on voit très bien apparaître des fluctuations de débit avec une crue printanière et des crues estivales et automnales, dont ici les événements qui ont donné naissance aux événements tragiques de Rivière-au-Nord en 2007. Quand on regarde une série comme celle-là, on peut s'intéresser à la caractériser. Il y a plusieurs informations qui sont pertinentes en lien avec la trajectoire hydrologique des cours d'eau. Je vais faire rapidement apparaître plusieurs de ces composantes-là. Par exemple, on peut s'intéresser aux crues printanières, aux crues estivales et automnales, l'amplitude, donc la valeur de ces crues-là, leur durée, leur nombre dans l'année, par exemple. On peut s'intéresser aussi aux étiages. Il y a généralement deux périodes d'étiage, l'étiage d'hiver et l'étiage estival dans notre région. Donc, là aussi, on peut s'intéresser à la valeur minimale atteinte, mais aussi à la durée, à la période donc, de ces périodes d'étiage hivernale et estivale. Puis finalement, on peut avoir des données plus spécifique pour l'année, donc le débit minimal annuel, une valeur, le débit maximal annuel, qui ici, en l'occurrence, pour la rivière d'Armouth, se situe au mois d'août, et finalement le débit moyen annuel. Ça donne ces informations, nous renseignent sur des caractéristiques très spécifiques du régime hydrologique, et on peut suivre ou caractériser la trajectoire hydrologique en considérant chacune de ces variables, finalement.
On a fait l'exercice pour les rivières de l'Est du Québec, pour lesquelles on avait des stations de jaugeage qui couvraient plus d'une trentaine d'années. Vous voyez ici les rivières Rimouski, Trois-Pistoles et Matane, qui sont des stations de jaugeage pour lesquelles nous avons des données depuis les années 1923-26, donc qui couvrent des périodes de plus de 90 ans. Ici, je l'ai donné jusqu'en 2014, mais on pourrait rajouter donc 2 années. Ensuite, d'autres cours d'eau pour lesquels on a des séries de données qui couvrent une quarantaine d'années, puis ensuite une trentaine d'années. J'ai utilisé donc ces données pour extraire les caractéristiques pour certains événements annuels et variables hydrologiques annuelles. Donc, voici des exemples de ce que ça donne pour la rivière Matane et la rivière Bonaventure. La rivière Matane, pour laquelle on a plus de 90 années de données. Donc, ce qu'on peut faire, c'est représenter le débit moyen annuel, et vous l'avez ici à votre gauche, en fonction des années. Et ça nous donne une idée de ce qu'on appelle la trajectoire hydrologique du débit moyen. Et on peut faire ça, évidemment, pour chacun des indicateurs qu'on aura mesurés sur l'hydrogramme annuel. Donc, le débit maximal, le débit minimal. Et là, on voit par exemple ici, pour la rivière Matane, que le débit moyen annuel, il y a une légère tendance qui est représentée ici par une régression linéaire, mais qui est probablement pas significative en considérant la diversité, la dispersion des points. L'augmentation du débit maximal annuel, légère tendance aussi, légère tendance dans le débit minimal annuel. On a donc fait cette analyse pour l'ensemble des rivières pour lesquelles on avait des séries de débit. Et on a intégré ça dans un tableau comme celui-ci qui résume les tendances linéaires, encore une fois, en fonction de différents indicateurs de la variabilité hydrologique. OK, comment lire cette figure? Ben, d'abord, on a les différentes rivières sur votre gauche. Ensuite, sur le haut du tableau, ici, les indicateurs qui ont été utilisés. Des indicateurs annuels ici, d'autres indicateurs qui sont plus saisonniers, donc les débits minimum sur 7 jours, sur 30 jours pour la période hivernale qui correspond à l'étiage. L'été, ici, l'étiage estival, 7 jours, 30 jours, le débit minimum, encore une fois. Les maximums au printemps, les maximums été-automne pour essayer d'aller chercher une idée de la saisonnalité et les débits moyens pour différentes saisons, encore une fois, pour aller chercher des idées d'hydraulicité. Dans cette matrice-là, lorsque vous avez des cellules qui sont en bleu, ce que ça veut dire, c'est qu'on a observé des augmentations dans les valeurs de débit observées pour chacun des indicateurs. Et plus la valeur est foncée, plus elle est significative. Même chose pour les valeurs en rouge. Donc, plus la valeur est foncée, moins elle est significative avec une... non, plus la valeur est foncée, plus elle est significative avec une augmentation. Là, je constate ici que j'ai inversé mes valeurs. Mais plus la valeur est foncée, plus la valeur est significative. En rouge, jaune des diminutions, en bleu des augmentations. Ce qu'on peut voir à travers un tableau comme celui-là, c'est des tendances historiques pour les rivières de Gaspésie. Par exemple, les étiages hivernaux sont moins sévères. C'est ce qu'on observe ici. Pour l'ensemble des rivières, ou presque toutes les rivières, 7 sur 10 rivières, on voit que les débits minimums hivernaux sont en augmentation. Donc, ils sont moins sévères. Ce que ça implique, c'est qu'il y a un débit plus élevé, finalement, dans les périodes hivernales que ce à quoi ce qu'on a observé dans les tendances historiques de ces rivières. Les points de crue estivales et automnales sont plus élevés. Ici, donc, on observe pour 6 rivières sur 10 des débits estivales et automnales qui ont des débits de pointe, des crues, des débits de pointe plus élevés, avec des tendances significatives, encore une fois. On observe aussi des étiages estivaux qui semblent plus sévères et plus longs, 2 rivières. Ce qui est significatif ici, c'est que c'est 2 rivières pour lesquelles on a des longues séries temporelles. Donc, ça montre une tendance, si on veut, mais qui apparaît seulement sur ces longues séries temporelles-là, donc ce qui est particulièrement intéressant. Et finalement, un autre exemple d'observation qu'on peut faire, c'est finalement pour l'hydraulicité, qui ne semble pas avoir changé, puisqu'il n'y a aucune augmentation significative, sauf pour peut-être 1 ou 2 rivières. L'intérêt d'un tableau comme celui-là, c'est de faire ressortir des tendances régionales versus des tendances locales pour certains bassins versants. On voit par exemple que pour les débits hivernaux, on voit une signature qui est clairement débit d'étiage hivernaux qui est clairement régional, puisque plusieurs rivières répondent de la même manière, alors que pour certains autres indicateurs, dont notamment
le débit moyen annuel ou encore le débit moyen été-automne, ben, la rivière Bonaventure semble se comporter un peu différemment. Donc, c'est l'intérêt de ce genre d'analyse-là. Les différentes tendances historiques se traduisent aussi dans un diagramme comme celui-ci, où on représente la moyenne des débits de l'hittogramme annuel. Finalement, vous avez ici pour la rivière Matane, pour les 90 années de données de mesure, le débit médian qui est représenté par la ligne noire ici, le débit, l'intervalle interquartile, puis le débit min-max, basé sur les 90 années de mesure. Donc, c'est la médiane de 90 années de mesure pour la 120e journée de l'année, par exemple. Ça va? Fait que si on divise cette série-là en deux pour regarder en 1926, 1956 et 84-2014 comment se superposent des tendances annuelles, si on veut, sur une période de 30 ans, aux deux extrémités du siècle dernier, ben, on observe là aussi des changements, notamment dans le moment d'occurrence des débits maximum de printemps, c'est une première observation, la valeur maximum aussi atteinte, médiane atteinte pour les 30 années mesurées. On observe aussi, ici vous le voyez, une décrue printanière beaucoup plus prononcée, ce qui fait en sorte que l'étiage estival risque de commencer plus tôt. Ou commence plus tôt finalement maintenant comparativement au début du siècle. Et on observe aussi dans la période automnale ici un étiage qui se prolonge un peu plus longuement. Donc c'est une autre façon d'observer cette évolution dans le temps, dans la trajectoire hydrologique. Bon, rapidement, ici, je voulais mettre en lien les tendances historiques avec un travail colossal qui a été fait par le Centre d'expertise hydrique du Québec, qui visait à modéliser finalement, à partir de scénarios climatiques, les changements de régime hydrique dans plusieurs bassins versants du Québec, dans le but d'analyser différents indicateurs. Je n'irai pas dans l'ensemble des indicateurs. Ce que je vais faire, c'est surtout mettre en relation les grandes conclusions avec lesquelles ils sont arrivés, qui sont celles-ci, et les 4 conclusions que je vous ai présentées précédemment. Donc, par exemple, pour les étiages hivernaux moins sévères, une des conclusions dans la projection faite par les modélisations du Centre d'expertise hydrique du Québec, c'est effectivement que les étiages hivernaux seront moins sévères. Le constat ici, c'est qu'on observe déjà finalement cette tendance-là dans les signaux hydrologiques des rivières de l'Est du Québec. Et on peut aller comme ça pour chacune des autres. Les pointes de crue estivales, donc aussi, les pointes de crue estivales et automnales seront plus élevées sur une large portion du Québec méridional. C'est observé aussi dans les rivières de l'Est du Québec à partir des séries historiques. Étiages estivaux, plus sévères et plus longs, même chose. Et l'hydrolicité annuelle, c'est saisonnière, même chose. OK. Maintenant, l'hydrologie nous renseigne, la trajectoire hydrologique nous renseigne sur un comportement. Mais dans un cas où on a des rivières comme celle qu'on retrouve à l'écran, Gros-Morne et Anse-Pleureuse, qui possèdent une charge sédimentaire visiblement importante par la présence des bancs d'accumulation. Et ici, la rivière Gros-Morne, suite aux événements d'Arthur, une charge sédimentaire exacerbée par l'événement, qui génère un morphodynamisme important. Quel est le lien entre l'hydrologie et le transport des sédiments, mais la morphologie, bon, c'est un lien qui peut être difficile à faire, mais qui peut être représenté dans un cadre d'analyse comme celui-ci, qui est celui de la trinité de leaders, qui représente grosso modo les 3 composantes de la dynamique fluviale. On retrouve la structure de l'écoulement ici, le transport des sédiments et le développement des formes du lit. L'idée, c'est que on peut s'attaquer à la dynamique fluviale en documentant chacune de ces composantes de la dynamique. La structure d'écoulement, c'est un peu ce que j'ai fait en vous présentant la trajectoire hydrologique des rivières de l'Est du Québec. Hein, c'est une composante, mais pour bien comprendre la dynamique fluviale, il faut aussi s'intéresser au transport des sédiments ou au développement des formes du lit. Parce que le lien, évidemment, il existe des liens entre chacune de ces composantes. La structure d'écoulement va influencer le transport des sédiments. Et ce qu'on aimerait, c'est que les liens soient assez directs, mais ce n'est pas toujours le cas. Un exemple est le lien qui existe entre l'hydrologie ou la structure de l'écoulement et le transport des sédiments est délicat à faire, et ça pour plusieurs raisons. Un diagramme, parmi tant d'autres, qui illustre cette complexité-là, vous avez ici un exemple le diagramme où on met en relation des débits normalisés pour tenir compte des différentes tailles de bassins versants et de fluctuations là, des débits pour 2 rivières, Matane et Marsouis, et la mobilité annuelle ici en
en mètres par année, ouais, par année. Donc, ce qu'on observe, c'est que pour des débits normalisés identiques, la mobilité est très différente dans deux cours d'eau. La Matane versus la Marsouille. Ça, c'est un exemple qui nous montre que l'analyse de la trajectoire ou de l'hydrologie ne renseigne pas directement sur la mobilité du cours d'eau et on doit comprendre la contingence particulière de chacun des bassins versants et des cours d'eau pour bien décrire finalement son évolution et comprendre son fonctionnement. Donc, dans la dynamique fluviale, s'intéresser au transport des sédiments et à la morphologie ou l'évolution de la morphologie du lit devient une composante essentielle. Et c'est là où intervient donc la deuxième partie de ma présentation qui vise à examiner des trajectoires et dynamiques morphologiques pour mieux évaluer la sensibilité des cours d'eau aux changements environnementaux. Ce que je veux faire ici, c'est vous montrer des exemples d'études que nous avons fait dans le cadre de projets de recherche pour essayer de comprendre ou d'analyser des situations spécifiques où la dynamique sédimentaire ou de bois intervenait dans les cours d'eau et comment ces outils nous ont permis d'éclairer un peu la sensibilité de ces cours d'eau-là. Je vais me baser sur un travail que nous avons fait dans le cadre d'une collaboration avec le ministère des Transports du Québec, dans lequel nous devions développer un diagnostic pour identifier les dynamiques hydrosédimentaires dans les rivières de l'Est du Québec. Dans le cadre de ces travaux-là, on a proposé un tableau comme celui-là qui représente finalement les grandes étapes de l'approche hydrogéomorphologique pour l'analyse des dynamiques fluviales. Ici, je l'ai modifié un petit peu pour intégrer plus largement les dynamiques fluviales et pas seulement les dynamiques hydrosédimentaires. Ce diagramme-là représente finalement trois étapes l'utilisation de l'approche AGM, donc trois étapes importantes. Une première qui est la reconnaissance géomorphologique, qui est celle où on constate finalement la diversité des formes qu'on a devant nous et le type de rivière qu'on a devant nous. La trajectoire géomorphologique, qui tient compte ici du temps, donc l'évolution dans le temps des caractéristiques du cours d'eau. Et dans ce sens-là, la reconnaissance géomorphologique, c'est un peu une photo. Hein. C'est comment le cours d'eau se présente devant nous au moment où on le regarde. La trajectoire géomorphologique, c'est comment le cours d'eau a évolué dans le temps. Puis l'anticipation géomorphologique, c'est la composante où on fait de la prédiction. Finalement, on essaie d'anticiper les changements morphologiques en fonction de variables de contrôle. Et pour chacune de ces étapes, ben, on peut avoir une composante qui est plus qualitative, si on veut. C'est les premiers blocs ici d'information. Donc, l'identification du style fluvial, la cartographie AGM, c'est une approche qui est plus qualitative, si on veut, dans la reconnaissance géomorphologique, mais on peut aller plus loin et avoir des approches qui sont plus quantitatives. Classification des styles fluviaux, analyse de la puissance spécifique qui nécessite une analyse quand même plus quantitative. Même chose pour la trajectoire géomorphologique et même chose pour l'anticipation géomorphologique. L'idée, c'est que ce cadre d'analyse nous permet d'identifier le niveau de complexité avec lequel on peut et on veut s'attaquer à la résolution d'une problématique en lien avec un cours d'eau. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur l'étape 2, qui est la trajectoire géomorphologique, comment l'étude de l'évolution dans le temps, la morphométrie et de la sédimentation qu'on retrouve dans un cours d'eau nous renseigne éventuellement sur sa sensibilité. Et on verra des mesures de taux d'érosion et de bilan sédimentaire notamment. On aurait pu faire une présentation sur chacune des étapes. J'ai choisi celle-ci parce que c'est celle où nous avons des résultats qui sont particulièrement intéressants. OK. Et ce que je vais faire, je vais donc prendre trois rivières ici, puis vous présenter des exemples d'analyse que nous avons faits et des outils qui nous ont servi à comprendre et à cerner la sensibilité de ces cours d'eau-là. La première, c'est la rivière Marsouille. Ensuite, nous verrons l'Anse-Pleureuse et finalement la rivière Saint-Jean à Gaspé. Donc, la rivière Marsouille, qui est située dans le nord de la Gaspésie, c'est un petit cours d'eau dont la largeur oscille entre 15 et 20 mètres selon les endroits. À ce cours d'eau-là, on a été interpellé pour essayer de comprendre, d'expliquer sa dynamique en lien avec la présence d'un pont. C'était donc dans le cadre d'un contrat de collaboration avec le ministère des Transports, où il y avait des questions qui apparaissaient. Par exemple, pourquoi les bancs d'accumulation sont situés en amont du pont, pourquoi il n'y en a pas en aval, comment on peut favoriser le transfert des sédiments, parce qu'une des problématiques, c'est la croissance des bancs d'accumulation, des bancs de convexité ici qu'on retrouvait,
générait une sinuosité et une migration latérale qui éventuellement compromettait la stabilité de la route ici et qui nécessitait des enrochements. La question, en fait, cette question-là, ces questions étaient pertinentes. Ça soulève la question, est-ce que le pont est mal situé dans la rivière ou est-ce que le pont est source de ces problèmes? Et c'est là où on essaie d'intervenir en développant des outils utilisant la trajectoire géomorphologique. Donc, la trajectoire morphologique, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution dans le temps d'une des caractéristiques du cours d'eau que l'on peut mesurer. La réponse du système fluvial. La caractéristique du cours d'eau, ça peut être une caractéristique morphométrique, la largeur du cours d'eau, par exemple, la superficie des bancs d'accumulation, les taux d'érosion, les taux de migration latérale. Puis on regarde dans le temps comment évoluent ces caractéristiques-là. Éventuellement, si on projette plus loin, ça nous amène ici dans ce qu'on appelle plus l'anticipation. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la portion ici pour laquelle on possède des données. Lorsqu'on a établi ces caractéristiques de l'évolution, où on a observé l'évolution de certaines variables morphométriques et sédimentaires, on peut essayer de faire le lien entre des événements associés à l'évolution du bassin versant ou de l'utilisation du sol dans le bassin versant qui sont associés à des variables de contrôle. Par exemple, des inondations, une rupture de barrage ou des changements climatiques qui peuvent être plus progressifs. De faire des liens donc entre des changements observés dans la trajectoire morphologique du cours d'eau et des événements qui sont survenus dans le temps. Je vous montre un exemple ici d'éléments de la trajectoire morphologique de la rivière Marsoui. Vous avez donc le temps sur l'axe des X, sur l'ensemble des diagrammes ici, et 4 variables. Ce que vous avez en haut ici, c'est le débit standardisé, donc une information sur l'hydraulique. L'indice de sinuosité des cours d'eau, qui n'est plus moins que la longueur du cours d'eau sur la longueur en vol d'oiseau. Donc, ça nous donne une indication de la sinuosité. 1.4, 1.5, par exemple, nous indique le cours d'eau est 1.5 fois plus long que la longueur en ligne droite en 2 points dans ce cours d'eau-là. Voilà, donc la largeur du cours d'eau qui a été mesurée et la mobilité qui est basée sur la comparaison entre la position des tracés fluviaux dans le temps. On avait accès à plusieurs séries de photos aériennes qui nous ont permis donc de positionner sur le temps des valeurs de sinuosité, des valeurs de largeur pour l'ensemble du cours d'eau, puis des valeurs de mobilité. Quelques observations à faire, assez rapidement, vous voyez qu'ici, il y a une transition qui s'opère dans la sinuosité. On a une diminution constante depuis les années 30 jusqu'en 1975, en tout cas période pour laquelle on a une mesure ici, donc une diminution de la sinuosité, puis après on a une reprise de sinuosité. Bon, ce que ça souligne ici, c'est un événement marquant qui est celui de l'arrêt de l'entretien du cours d'eau et de la disparition d'une usine de coupe de bois qui favorisait finalement l'entretien du cours d'eau et le flottage bois et l'entretien du cours d'eau pour favoriser le déplacement des cours d'eau du bois dans le cours d'eau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'arrêt de ces mesures d'entretien ramène un état plus naturel, donc une reprise de sinuosité dans le cours d'eau. On observe aussi au niveau de la largeur, par exemple, pour des sinuosités qui sont à peu près les mêmes ici, donc autour de 1.3, que les largeurs sont très variables dans le temps en fonction de l'état du système. Un entretien ici, une période où l'entretien est assez significatif, est associé à des largeurs plutôt petites. Ici, enfin plus petites qu'en 1980, alors qu'ici, on a une gamme de largeurs qui semble plus variée lorsqu'il y a une reprise de la sinuosité, puis éventuellement, on a un retour à des largeurs plus faibles avec le temps. Puis finalement, la mobilité, ici, on observe notamment 2 périodes de mobilité plus importantes. Donc, une période ici au début des années 80, de la mobilité 2 fois plus grande qu'au début des années 90. On peut s'intéresser aux facteurs donc, qui ont joué sur l'évolution de cette trajectoire morphologique. Je vous ai déjà mentionné ici les changements au niveau de l'utilisation du cours d'eau comme convoyeur de bois pour la série. Maintenant, on peut s'intéresser aussi à essayer de comprendre pourquoi ici il y a une différence dans les taux de mobilité. C'est là où intervient éventuellement le diagramme des débits. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans le diagramme des débits standardisés, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 2 périodes de débit assez élevées, donc au début des années 80
et dans les années 90 qui sont associés aux deux périodes ici où on observait de la mobilité un peu plus élevée. Cependant, pour des débits équivalents, si on veut, ben, la réponse est beaucoup plus forte au début des années 80. Et ça correspond à la période où on vient tout juste d'arrêter, si on veut, d'entretenir le cours d'eau. Et ce que ça fait ressortir, c'est une réponse beaucoup plus importante à des événements de crue après l'arrêt d'entretien, donc dans un cours d'eau qui est entretenu, perturbé par l'action anthropique, comparativement à des débits à peu près similaires qui surviennent un peu plus tard, mais qui surviennent dans un cours d'eau qui a atteint ou qui a retrouvé un état plus ou moins d'équilibre où on a permis la sinuosité d'apparaître. Ce que ça fait ressortir, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la notion de résilience géomorphologique, à savoir qu'un cours d'eau qu'on laisse évoluer a tendance à réagir moins fortement d'un point de vue de la mobilité, en tout cas ici, même chose au niveau de la largeur, parce que les deux sont liés à des périodes de crue plus importantes qu'un cours d'eau qui a été entretenu ou anthropisé. C'est donc un enseignement significatif aussi ici sur la sensibilité de la rivière Marsouis en lien avec des activités anthropiques et hydraulique finalement. Une autre chose qu'on a fait, c'est l'activité morphologique. Un diagramme ici un peu plus complexe, mais néanmoins facile à interpréter. Vous avez encore une fois ici la notion de mobilité qui intervient, la largeur, et la largeur ici, ce qui représente les échelles de couleurs. Dans les deux diagrammes, vous avez sur l'axe DX la longueur de la rivière ici, donc une dizaine de kilomètres, et sur l'axe des Y ici, pour les deux matrices de couleurs, donc le temps qui correspondent à des couples de photos aériennes. Au niveau de la mobilité, j'aurais peut-être dû le montrer tantôt, mais voici l'idée de mobilité. Ouais, lorsqu'on a des tracés fluviaux provenant de différentes époques, bon, en bleu ici, 1963 jusqu'en rouge, 2009, on peut déterminer des taux de migration. Donc, une forme de mobilité moyenne par tronçon ou spécifique par courbe de méandre, mais on peut mesurer, quantifier ces valeurs de mobilité liées à la migration latérale. Et c'est donc qui a été mesuré ici, donc des taux de migration qui sont représentés en mètres par année. Plus c'est jaune, plus les taux de migration sont élevés. Mais ce qu'on a ici, c'est pour le temps, donc les courbes de photos aériennes, et ici pour l'espace, le long de la rivière. Et on a la même chose pour la largeur. On peut mesurer des mesures de largeur sur l'ensemble des photos aériennes qu'on a pour voir comment se représente la largeur. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'identifier les secteurs dans la rivière où les variations dans la largeur et dans la mobilité sont les plus importants parce que c'est des zones les plus sensibles à des perturbations. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'écart type des valeurs de mobilité et ici l'écart type des valeurs de largeur qui sont représentées pour des centaines de mètres là, représentés le long de la rivière. Donc là où il y a des pics ici, dans la série spatiale, ça représente finalement des endroits où il y a une forte variabilité dans le temps de la largeur et une forte variabilité dans le temps des taux de migration ou de la mobilité latérale. Ces séries-là d'écart type de la variabilité peuvent être représentées par des séries cumulées, comme c'est le cas ici. Pour la mobilité latérale, l'écart type de la largeur du chenal, mais on peut le faire aussi pour les bandes d'accumulation. Donc, les trois coulants qui apparaissent. Puis, dans certains cas, on regroupait les trois courbes ensemble pour générer ce qu'on appelle l'indice d'activité géomorphologique, donc qui combine les trois. L'intérêt des courbes ici cumulées, c'est de regarder là où il y a des changements de pente significatifs, où les pentes sont les plus fortes. C'est là où on a les pics éventuellement dans l'écart type de la variabilité dans le temps de la largeur ou de la mobilité du chenal. Ça va, donc c'est ce qu'il faut regarder. Je vous montre maintenant pour la rivière Marsouis, ce que ça donne. Vous avez donc la courbe de l'indice ici géomorphologique cumulé le long de la rivière Marsouis. Par-dessus ça, on a superposé une autre variable hydraulique qui est la puissance spécifique, qui est ni plus ni moins là, que le débit de la rivière multiplié par la pente, la pente du cours d'eau. Ça nous donne une idée du travail que peut accomplir le cours d'eau en termes de transport de sédiments. C'est la ligne en gris ici, on peut le mesurer encore une fois à tous les 100 mètres, donc là où on a des mesures.
Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est de regarder la courbe en noir foncé, qui est un algorithme qui génère des tronçons homogènes de puissance spécifique selon un algorithme de Gilles. Donc, ça fait ressortir des secteurs où la puissance spécifique est plus élevée, là où il y a des diminutions, là où il y a des valeurs plus élevées. OK, maintenant que ces deux courbes, ce qu'on peut regarder, comme je vous le mentionnais, c'est les endroits où on a des valeurs, des augmentations dans l'indice d'activité géomorphologique sur la courbe cumulée. Et on voit donc 5 endroits où on a des valeurs avec des augmentations significatives qui sont associées à des changements dans la largeur, dans la superficie des bancs ou dans la mobilité dans le temps, donc des secteurs qui sont très dynamiques. Et l'intérêt ici, c'est de faire le lien entre cet indice d'activité géomorphologique et la puissance spécifique. Donc, ce qu'on voit apparaître assez rapidement, c'est que les secteurs qui sont associés à l'activité géomorphologique se retrouvent généralement en aval de secteurs où il y a une diminution de la puissance spécifique. C'est le cas du point A ici, il y a une diminution de la puissance spécifique. Même chose ici au point B, même chose au point C et même chose au point E. La diminution de la puissance spécifique implique une diminution éventuellement de la capacité de transport et donc une accumulation sédimentaire. Et là où il y a des accumulations sédimentaires, ça fait ressortir cette idée de mobilité ou de largeur plus importante. Et ça fait ça le long de la rivière Marsouille, partout, sauf ici au point D, où l'on retrouve le pont. Ici, vous voyez, le X représente le pont. C'est donc là où on a le pont. On a ici une augmentation de la mobilité, de la largeur et de la superficie des bancs d'accumulation, mais aucune diminution significative de la puissance spécifique. Et dans ce cas-ci, c'est donc un autre facteur qui explique cette mobilité-là et ça nous permet de souligner que dans ce cas-ci, ça semble être le pont ou la configuration du pont qui est responsable de cette activité et non pas la configuration de la rivière de l'amont vers l'aval avec une diminution de la puissance spécifique. Voici donc le pont. C'est un outil donc qui nous permet de diagnostiquer un peu quelle est la cause. Est-ce que c'est le pont qui est mal placé ou est-ce que c'est le pont qui est susceptible de générer ce dynamisme-là et éventuellement de trouver des solutions adéquates. OK, deuxième exemple, la rivière Anse-Pleureuse. C'est encore un cas sur lequel nous avons travaillé avec le ministère des Transports. C'est un cas ici avec un pont plus important, celui-ci, sur lequel il y a plus de véhicules qui se déplacent donc, et qui nécessitait une intervention d'urgence, si on veut, parce qu'on avait une augmentation de la superficie des bancs d'accumulation en amont qui rehaussait les niveaux d'inondation et qui contraignait là, la capacité de la section transversale sous le pont à évacuer l'ensemble de l'eau. Donc, il y a eu du dragage qui a été fait. Évidemment, il y a des questions qui apparaissent assez rapidement. À quelle fréquence on fait le dragage? Comment on considère la présence de chenaux secondaires dans les interventions? Vous voyez ici qu'il y a des chenaux secondaires qui sont présents dans un style fluvial qui est de type divagant ici. Puis comment on fait pour éviter d'exacerber la dynamique sédimentaire dans un contexte comme celui-là, où il y a beaucoup de sédiments? Comment on fait le dragage? C'est là où on est intervenu. On a eu la chance donc d'avoir des mesures avant le dragage. Ça, c'est une vue vers l'amont du pont. Donc, le banc d'accumulation qui a été dragué. En 2009, voici ce qu'il en reste. Il y a eu de l'enrochement aussi qui a été fait. Donc, un dragage qui a été fait, qui a retiré un volume significatif de sédiments. Et bon, en 2013, voici l'état de la situation. Donc, il y a un banc qui est réapparu. Donc, en 4 ans, il y a un banc qui est réapparu. Est-ce qu'il occupe la même superficie, le même volume? C'est un peu des questions qui nous interpellaient aussi. Et là, on a eu la chance de mettre en place un outil de bilan sédimentaire. On avait fait des relevés topographiques à haute densité avant le dragage. C'est ce que vous avez ici sur la figure A. Donc, l'écoulement va du haut vers le bas. Le pont est ici. Voici la zone qui a été draguée en amont et en aval du pont. Voici le moment où ça a été dragué. Plus c'est vert, plus c'est profond là, dans la rivière. Éventuellement, ici, c'est la zone qui a été draguée. Même chose ici en aval. Et en 2013, le relevé topographique nous montre qu'il y a un retour progressif au banc d'accumulation dans la zone draguée, mais pas à un niveau similaire à ce qu'on avait avant. Donc, un succès ou
un succès de l'approche de dragage, dans ce cas-ci pour une période de 4 ans en tout cas. OK, le bilan sédimentaire a révélé par contre une évolution particulière dans le chemin de la rivière, et c'est ça qui est intéressant de mettre en perspective. Est-ce que, par exemple, le dragage est pertinent dans toutes les situations, ou est-ce qu'on ne devrait pas le considérer avec d'autres mesures pour atténuer ses conséquences? Ça ici, c'est des sections longitudinales qui sont faites dans le centre, là, dans le talweg du cours d'eau. Donc, ce qui est en bleu, c'est avant le dragage. Ce qui est en rouge, c'est après le dragage. La zone de dragage se situe ici, donc entre 450 et 800 mètres. Quand on compare les deux profils en long, ben, on peut faire la différence entre les deux, puis ça nous donne une idée du volume ou de l'épaisseur de sédiment qui a été retiré. Donc, tout ce qui est en noir ici, négatif, c'est un volume de sédiment. On l'a converti en volume, finalement, ici, en volume de sédiment qui a été retiré lors du dragage, avec le pont qui est présent ici. On a pu faire des relevés à chaque année, donc depuis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. C'est ce que vous avez ici, qui fait ressortir notamment, bon, en 2009-2010, on voit ici que le bilan est positif, donc des zones d'accumulation dans la zone de dragage, mais immédiatement en amont, ici, ce qu'on voit, c'est des zones négatives avec de l'incision, donc un volume de sédiment retiré du lit, une incision du lit en amont. Un bref retour en 2010-2011, ici une légère accumulation, même chose dans la portion plus en aval, mais on continue comme ça pour chacune des années, certaines observations à faire. Pour l'ensemble de la période, donc 2009-2013, ce qui apparaît, les deux grandes conclusions, c'est donc au total, il y a eu une incision du lit, même s'il y a un retour progressif de la forme, le lit est quand même sous la surface auquel il était au moment où il y a eu le dragage. Mais la deuxième observation à faire, c'est cette incision ici qui est associée à de l'érosion régressive qui remonte vers l'amont. La particularité de cette érosion régressive, c'est qu'elle se fait dans un contexte où c'est une rivière qui est divagante et où on retrouve des chenaux secondaires qui peuvent être activés facilement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez ici en juin 2009, donc au moment où le dragage a eu lieu, la ligne pointillée en noir indique ici le tracé de la rivière, le talweg, la zone de dragage. En juin 2014, 5 ans après le dragage, voici où s'écoulait, je n'ai peut-être pas mentionné, mais ici où s'écoule 50% du débit, voici où s'écoulait 50% du débit. Il y avait donc une migration significative du volume d'eau liquide, donc du débit qui s'écoulait dans la rivière. On a moins de la moitié qui s'écoulait dans l'ancien chenal, puis plus de la moitié qui s'écoulait dans un nouveau chenal ici, qui a été créé par l'érosion régressive qui s'est propagée vers l'amont ici, qui est venu capturer éventuellement un petit chenal secondaire qui était très peu actif, mais qui a été activé par la capture là, liée à l'érosion régressive. Puis finalement, après Arthur, on a eu un autre processus d'évolution plus important qui fait en sorte que maintenant, la rivière là, passe un peu plus loin dans la forêt, encore une fois associée à l'érosion régressive, mais dans ce cas-ci aussi associée à un embâcle de bois qui s'est créé. Ce que ça souligne ici, c'est que les activités de dragage devraient être éventuellement considérées en fonction de la dynamique sédimentaire qu'on retrouve et particulièrement du style fluvial. Et ici, il y a des actions qui auraient peut-être pu être pensées pour diminuer l'érosion agressive dans un contexte où, dans une rivière divagante, on retrouve facilement de l'érosion agressive et des avulsions qui peuvent se mettre en place. OK, la dernière rivière que je vais vous présenter, c'est la rivière Saint-Jean à Gaspé, donc celle dont je vous ai parlé un peu plus tôt, avec cet immense embâcle de bois que vous retrouvez. Bon, les points rouges ici vous indiquent un peu la taille là, de l'embâcle de bois. Ça, c'est celui qui est le plus actif, mais il y en existe un peu plus ancien ici, puis un autre dans le bois. Il y en a dans le bois ici, qui est dans un chenal qui est en train de se refermer. Bon, il y a des questions qui apparaissent. Ici, on a travaillé avec les gens de la Société de gestion des rivières, sûrement de Gaspé, la ville de Gaspé aussi, pour essayer de comprendre la dynamique, non pas de l'embarque tellement nous, mais l'origine du bois, comment se transporte le bois de l'amont vers l'aval, quel est le volume de bois disponible en amont, est-ce que la tendance va se poursuivre, s'il y a une augmentation à la taille de l'embarque, parce qu'on avait observé une augmentation dans la superficie de l'embarque. Cette étude-là a été menée par Maxime Boivin, qui a fait
éventuellement des relevés annuels pendant 4 ans, des volumes de bois présents sur l'ensemble des bancs de la rivière, des bancs d'accumulation de la rivière et dans l'ensemble du lit mineur sur une soixantaine de kilomètres de la rivière Saint-Jean. Et ça nous permet éventuellement de présenter des cartes comme celle-ci qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement des rivières avec la présence de bois mort. OK, donc ici, ce que vous avez en haut, en A, c'est les volumes de bois qui ont été mesurés en 2013. Puis, donc, la soixantaine de kilomètres de rivières qui sont représentés ici. Les mesures sont moyennées sur des valeurs d'une kilomètre. Donc, à tous les kilomètres, il y a une mesure qui est représentée. La taille du point est associée au volume de bois qu'on retrouve. Ce qu'on voit ici, de l'amont vers l'aval, l'écoulement va de la gauche vers la droite. On voit des zones d'accumulation ponctuelles de bois mort qui sont préférentielles à certains endroits, des zones où finalement il n'y a pas du tout de bois ou presque pas qui s'accumule, puis ensuite vers l'aval, des zones où il y a encore du bois qui s'accumule. Ça nous permet de faire ressortir 3 grandes zones, celle-ci, éventuellement celle-ci en aval, donc la zone en amont, la zone centrale et la zone aval, et en les identifiant et en associant des indicateurs de la dynamique morphologique du cours d'eau, mais on peut éventuellement essayer de comprendre le lien entre le bois mort et cette dynamique. Ce qu'on a ici, c'est le unit stream power, c'est la puissance spécifique, encore une fois le débit avec la pente, qui est une indication du travail que peut faire le cours d'eau pour transporter de la glace, mais aussi le bois. Les taux d'érosion associés à la mobilité et la superficie des bancs d'accumulation. Bon, ce qu'on observe dans la portion amont, on voit que assez rapidement, le lien entre, en fait, si on compare les 3 zones, le lien entre des valeurs élevées de puissance spécifique et des zones d'accumulation de bois est inversement corrélé. Plus la puissance spécifique est élevée, moins il y a d'accumulation, plus il y a une capacité à transporter du bois finalement. Et le bois risque de se déposer là où il y a des diminutions de la puissance spécifique, un peu comme les sédiments. Donc, un constat intéressant. Au niveau des taux d'érosion, on observe aussi que là où il y a de l'érosion, généralement, il y a aussi des volumes de bois significatifs qui sont présents. Donc, il y a une proximité entre l'accumulation de bois et les zones d'érosion. Seulement un endroit où on a cette relation-là n'est pas aussi claire, c'est ici dans la portion aval. Vous voyez qu'il n'y a pas les taux d'érosion sont relativement faibles ici. Par contre, il y a des zones d'accumulation. Là, ce qu'on met en relation avec ces zones d'accumulation-là, c'est la présence de bancs d'accumulation qui sont très présents dans cette portion aval, mais qui ne sont pas associés à de l'érosion. Et ça, encore une fois, c'est une zone proximale à une zone où on a une diminution importante de la puissance spécifique, ici, pour finalement les sédiments s'accumulent, se déposent, mais n'est pas associé à une migration latérale, mais ces bancs d'accumulation sont donc associés à une accumulation des bois morts. Rapidement, ici, les données nous ont permis de faire des bilans ligneux. Donc, le bilan ligneux qu'on présente, nous, dans une équation comme celle-ci, on a le W qui est le recrutement, donc de bois, la production de bois dans l'ensemble du bassin versant, qui est égale à la somme de l'exportation du bois mort à l'extérieur du bassin versant, de la décomposition du bois mort dans le bassin versant, puis du stockage ou de l'accumulation dans le bassin versant. Ce genre de bilan-là peut se faire pour un tronçon ou un bassin versant. Nous, on l'a développé pour le bassin versant, mais on peut l'appliquer aussi là, pour des tronçons spécifiques. On avait les données de stockage qui provenaient des relevés faits par Maxime annuellement. On avait aussi les données de recrutement ou de production par les tracés fluviaux qui ont été faits à différentes années. Puis évidemment, les zones qui étaient érodées, on pouvait leur associer des volumes de bois produits ou recrutés dans le temps. On avait aussi l'export, donc ce qui était exporté du bassin versant. Et là, merci à Lambert qui nous permettait de faire ce calcul-là. Vous avez ici l'ensemble des bois qui normalement se retrouveraient dans l'estuaire, qui sont accumulés. Donc, on a pu extraire à partir de données satellitaires la progression, les surfaces associées à la progression de Lambert pour chacune des années. C'est ce que vous avez ici. Si on regarde cette portion-ci, elle s'est accumulée en 2011, par exemple. On avait donc le volume de bois produit ou la surface de bois qu'on multipliait par une épaisseur moyenne produit. Ça nous permettait d'avoir donc le W, le delta S et le E, et on a assumé la décomposition minimale en termes de quantité dans la période de temps qui nous intéressait, là, qui est une cinquantaine d'années. On arrive avec des tableaux comme celui-là.
où on représente pour différentes périodes de temps les valeurs de recrutement, d'export et de stockage. Peut-être rapidement, ce qui est intéressant de voir dans ça, c'est les données qui sont standardisées par année ici. Donc, par année, le recrutement annuel, l'export annuel et finalement le stockage annuel, ben, ce qu'on observe, c'est une augmentation de ces valeurs standardisées annuellement, autant pour le recrutement que pour l'export. Si on regarde le recrutement, ben, on a 4 fois plus de recrutement annuellement ces dernières années qu'on avait en 1960. Pour ce qui est de l'export, c'est 3 fois plus. Donc, c'est un facteur, en tout cas, c'est moins d'export. Ce que ça implique, c'est inévitablement une accumulation plus importante dans le système. Donc, le système n'arrive pas à évacuer tout ce qui est produit, d'où une accumulation en augmentation dans l'embâche, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble du bassin versant. Et ça, c'est des résultats qui nous permettent de mieux comprendre la dynamique du bois-mort dans ce cas-là. OK. Ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, donc les cours d'eau de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent sont confrontés à des dynamiques fluviales impliquant le transport de sédiments, de bois et de glace. Il est délicat d'évaluer et d'anticiper les dynamiques fluviales uniquement à partir des trajectoires hydrologiques, d'où l'idée de développer des outils qui existent déjà par ailleurs, mais de les mettre en pratique et de les utiliser pour bien comprendre les systèmes fluviaux de l'Est du Québec, et que cette sensibilité donc des systèmes fluviaux peut être évaluée à l'aide des concepts de trajectoire et d'activité morphologique dans le cadre d'un diagnostic hydrogéomorphologique à l'échelle du corridor fluvial, propre à chacun des cours d'eau, parce qu'il faut le faire évidemment pour chacun des cours d'eau, il faut éviter de généraliser d'un cours d'eau à l'autre. Ça nous amène rapidement, et là je vais essayer de faire ça en 4 minutes, à explorer au point C, qui est d'explorer l'intégration de ces dynamiques dans une approche de gestion de cours d'eau. Là, je vais vous présenter le concept d'espace de liberté que nous avons développé avec Pascal Biron, Marie Larocque, Silvio Taylor et beaucoup d'autres étudiants dans le cadre d'un financement Ouranos et qui se poursuit maintenant dans le cadre d'un financement avec des municipalités régionales de comté par le biais du projet doctoral de Simon Massé. L'espace de liberté donc définit un espace autour du cours d'eau qui est associé aux différents processus que je vous ai présentés. J'ai concentré aujourd'hui peut-être la notion de mobilité et de transport de sédiments, mais on peut associer aussi à ça le débordement des lits de cours d'eau, des rivières, puis aussi les milieux humides. Le concept d'espace de liberté, donc, intègre ces 3 processus fondamentaux en lien avec les cours d'eau. Donc, la mobilité, ce que nous avons fait, c'est identifier éventuellement 2 enveloppes de mobilité, c'est une façon de faire, une enveloppe de mobilité à plus court terme, basée sur la mobilité du cours d'eau. Donc, on peut déterminer une enveloppe de mobilité dans laquelle on risque de retrouver le cours d'eau dans une 50aine d'années, une enveloppe de mobilité plus large, qui est associée à l'amplitude des méandres, mais aussi à la délimitation de la plaine alluviale qui nous donne un espace où potentiellement le cours d'eau pourrait se retrouver. Ça nous donne donc la mobilité. Voici par exemple pour la rivière Métis dans le Bas-Saint-Laurent, les 2 enveloppes qui peuvent être créées basées sur la mobilité. On voit aussi que la mobilité sur 50 ans dans cette rivière-là, elle est relativement petite comparativement à d'autres endroits, mais on a ajouté ici la possibilité d'une avulsion notamment, ce qui est pertinent de faire. Donc, la mobilité, on rajoute ensuite l'inondation. Dans nos approches d'inondabilité, ici, on utilise actuellement une approche multidisciplinaire qui intègre à la fois les données hydrauliques, historiques et hydrogéomorphologiques. Hydrogéomorphologique s'inspire de la microtopographie et de des formes qu'on retrouve et de la sédimentation qu'on retrouve sur les plaines alluviales qui sont laissées en place par une chronologie de débit comme celle-là, par exemple, qui nous permet d'interpréter des zones où il risque d'avoir des inondations plus ou moins fréquentes. Ça nous permet éventuellement, la combinaison de ces 3 approches, de déterminer des zones où il y a des inondations de fréquence plus élevée, modérée, éventuellement faible, selon la qualité des données, selon notre capacité à interpréter les formes. Et là, ici, je mets une nuance avec des pointillés parce qu'il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur les formes, par exemple, l'imageur exceptionnel et l'imageur mineur du côté de Ballet en France. Donc, les 3 méthodes nous permettent d'arriver à une classification des zones inondables, comme c'est le cas ici. Donc, fréquence élevée, fréquence modérée, fréquence faible. L'espace de liberté, je rappelle, intègre la notion de mobilité, d'inondation, d'inondabilité et les milieux humides. Et l'idée, c'est le croisement entre ces
ces deux cartes, donc de la mobilité et de l'inondabilité, nous permettent d'identifier trois espaces de liberté. Le premier qu'on appelle le L-min, qui est l'espace le plus près du cours d'eau. C'est les zones d'aléas sévères pour l'occupation humaine, des zones stratégiques aussi pour la préservation de l'intégrité du cours d'eau. Puis, en d'autres mots, c'est un espace minimal pour qu'une rivière soit fonctionnelle, pour que des processus hydrogéomorphologiques et écologiques puissent opérer. Un autre espace, l'espace fonctionnel et l'espace rare, qui sont associés à cette matrice de croisement entre la mobilité et l'inondabilité. L'idée de l'espace de liberté est d'à la fois intégrer des services, si on veut, de sécurité publique dans la délimitation de ces espaces-là, mais aussi des services des services écosystémiques rendus par ces espaces qu'occupe la rivière éventuellement. Donc voici la combinaison des deux cartes d'aléas, donc la mobilité avec les traits orange et jaune, l'inondabilité en surface, et voici l'espace des espaces de liberté. Ces espaces de liberté ou le cadre normatif en lien avec ces espaces-là font l'objet présentement de réflexion, notamment dans le cadre du projet de Simon Massé qui porte sur la mise en œuvre, les freins et l'application de cet espace-là en lien avec la législation actuelle. OK, ça m'amène à la conclusion et aux perspectives. Donc, les trois premières ici, je l'avais mentionné tout à l'heure, les cours d'eau de la Gaspésie sont confrontés à des dynamiques fluviales qui impliquent le transport des sédiments et de bois et de glace. Il est délicat d'évaluer et d'anticiper les dynamiques fluviales en tenant compte uniquement de l'hydrologie. Il faut pour ça ajouter ou utiliser les outils dont les concepts de trajectoire et d'activité morphologique pour nous permettre de poser un diagnostic hydrogéomorphologique adéquat à l'échelle du corridor fluvial, mais propre à chacun des cours d'eau. Et finalement, on propose un outil ou une approche de gestion des cours d'eau qui intègre ces dynamiques-là, qui s'appelle au Québec l'espace de liberté, et pour lequel nous continuons à travailler. Sur ça, j'aimerais vous remercier de votre attention à tous et à toutes, et encore une fois à Darla et à la Fondation pour la conservation Saumon-Atlantique et au Canadian River Institute de m'avoir invité. Et je vais être prêt à répondre à des questions. Merci, merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Donc, si vous aimeriez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Donc, vous avez deux choix. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever votre main et c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Et nous allons activer votre microphone et vous pouvez poser votre question directement à Thomas. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. Donc, vous avez les deux choix. Donc, nous avons une question de Joanna et Kim. Allô, Joanna? Bonjour, j'avais une question, on se connaît. Alors, mon question, c'est est-ce qu'avoir vu vos études, l'MTQ pense plus à inclure la considération des processus hydrogéomorphologiques et l'espace de liberté avant la conception des ponts, les nouveaux, les remplacements, plutôt qu'en réaction aux problématiques prévisibles? Oui, bonjour Joanna. Bonjour. Bonjour, merci pour la question. Effectivement, les travaux qui ont été faits avec le ministère des Transports étaient en partie commandés par eux. Donc, il y avait un désir initial de mieux intégrer la dynamique hydrosédimentaire. Et je sais que dans le Bas-Saint-Laurent, maintenant, il y a de manière systématique un suivi qui est fait au niveau des infrastructures qui tient compte non pas seulement de l'infrastructure, mais des caractéristiques en amont et en aval de ces infrastructures-là pour mieux intégrer finalement la dynamique hydrosédimentaire ou les concepts d'hydrogéomorphologie. Au niveau de la conception des infrastructures, là, je ne pourrais me prononcer sur des changements qui ont été faits en relation avec les propositions qu'on faisait, dont notamment, nous, certaines propositions qu'on fait, c'était de concevoir des ponts un peu plus larges pour laisser le libre écoulement de l'eau, mais aussi des sédiments pour éviter qu'il y ait des bouchons qui se fassent. Et là, je ne saurais dire s'il y a des changements dans les conceptions qui ont été faits, par exemple. OK.
D'accord, merci. Donc, est-ce qu'on a des autres questions des participants? OK, nous avons une question de Gaetano Circe. Bonjour et félicitations. J'aimerais savoir comment avez-vous évalué le volume de bois sur la longueur de la rivière? Merci. Bonjour Gaetano, merci pour la question. Dans le corridor fluvial, le volume de bois était évalué à partir des mesures de tous les embâcles de bois qui étaient faits. Donc, à chaque fois qu'il y avait une accumulation de 3 troncs ou plus le long de la rivière, on s'arrêtait, on prenait des mesures de largeur, de hauteur et de profondeur de ces embâcles-là, qui nous donnaient une boîte autour de l'embâcle qu'on multipliait par une valeur de densité qui était de 0,1, si on veut. Le 0,1 du volume qui était mesuré était associé à du bois. Donc, c'est une mesure classique qui est utilisée dans la littérature là, pour évaluer les volumes de bois dans les embâcles. Et on faisait donc la somme de tous ces embâcles-là le long du corridor fluvial. Merci. La prochaine question vient de Yoz Mangan. La question est, le concept d'espace de liberté est intéressant selon ce que j'ai déduit. Cela ne semble inclure les lieux bâtis. Étant donné les inondations, est-ce que vous ignorez cela? Effectivement, le concept d'espace de liberté, pour l'instant, il est construit. Enfin, ce qui est intéressant dans l'espace de liberté, c'est que c'est construit à l'échelle d'un territoire, donc l'ensemble d'un bassin versant, un corridor fluvial et certains tributaires. Une fois que ces espaces-là sont délimités, il est possible effectivement d'exclure certaines zones de cet espace-là pour tenir compte des enjeux. Parce que dans l'espace de liberté, ce qu'on mentionne, c'est qu'il faut donner un peu plus d'espace à la rivière, mais dans les endroits où c'est possible de le faire. Et c'est pas nécessairement possible de le faire dans les villes à tout coup. Mais dans certaines villes en Europe, par exemple, c'est un concept qui va jusqu'à déplacer des maisons ou déplacer des routes pour donner plus d'espace à la rivière. Mais on a la chance ici au Québec de pouvoir réfléchir à un concept comme celui-là dans un territoire où passablement les cours d'eau sont encore à l'état, enfin, sont pas, les berges des cours d'eau sont pas toutes utilisées là, par les villes ou par les habitations. Donc, c'est possible de penser un concept comme celui-là au Québec qui va avoir un effet significatif sans penser à déplacer là, des habitations. Ma réponse simple, c'est oui, on a pensé au fait que l'espace de liberté empiétait sur des milieux urbains et n'est pas exclu d'enlever ces espaces-là de la délimitation d'espace, bien entendu. Merci, sa réponse et merci, excellente présentation. La prochaine question vient de Léo Willett qui demande, considérant quand l'on vit dans ces secteurs habités et souvent près des cours d'eau, est-ce qu'il est concevable d'enlever des banques de sédiments dans des bassins naturels de sédimentation d'un cours d'eau dans un contexte d'un projet intégré à long terme de réduction des apports de sédiments? Pratiques culturelles et forestières, aménagement en tête de bassin, seuil, reboisement, stabilisation des rives, etc. Oui, ma réponse, c'est une technique qui a été utilisée à quelques reprises déjà au Québec, donc notamment dans la rivière au Renard, si je me souviens bien. Il y avait donc des bassins de sédimentation qui étaient faits. C'est pas une option à rejeter, mais ce qu'il faut concevoir, c'est que dans une perspective où on crée des bassins de sédimentation où les sédiments s'arrêtent finalement puis qu'on les retire périodiquement, mais en aval de ce bassin de sédimentation-là, il risque d'avoir des changements morphologiques qui peuvent être associés au fait qu'il y a une carence sédimentaire qui vient d'apparaître. Puis là, on peut se retrouver avec des problèmes d'incision. Et c'est des cas qui sont survenus en Europe, notamment où on coupait l'incision dans l'ensemble des tributaires d'un bassin versant. Et en coupant l'incision dans l'ensemble des tributaires d'un bassin versant, on coupait l'apport en sédiments. Le cours d'eau principal de la vallée, finalement, se retrouvait en carence sédimentaire, s'incisait et ça avait des effets néfastes à la fois sur les infrastructures qui traversaient les cours d'eau, donc les ponts, les piliers de pont qui se retrouvaient où il y avait du surcreusement, mais aussi sur la nappe phréatique. Donc, cette solution-là
d'un point de vue géomorphologique pour être pertinente, mais il ne faut pas la faire sans considérer les impacts potentiels d'une carence sédimentaire en aval de ce secteur-là aussi. Merci. Prochaine question vient de Mathieu Leclerc qui dit bonjour. Finalement, dans combien de temps le banc d'accumulation en amont du pont de la rivière Ainse pleureuse reviendra comme avant son dragage? Oui, bonjour Mathieu, bonne question. Basée sur les observations qu'on a faites de 4 ans, où il y a un retour significatif au taux enregistré pendant ces 4 ans, on peut penser que d'ici 15-20 ans, on aurait retrouvé à peu près la même volume de sédiments. Par contre, nos données n'incluent pas la topographie après Arthur. Et comme tu le sais, Arthur a mobilisé beaucoup de sédiments et c'est possible qu'un seul événement amène beaucoup de sédiments. Et on n'a pas malheureusement pas les données là, après Arthur dans les cartographies que je vous ai présentées. Excellent, merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question. Thomas, je vous remercie à nouveau. C'était vraiment une excellente présentation. Un petit rappel aux participants, notre prochain webinaire aura lieu le 15 mars. Steve Dugdale de l'Université de Birmingham fera une présentation au sujet de la télédaction des milieux fluviaux. Ce webinaire sera en français. Puis, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Merci.